ne jamais retourner en arrière, ne jamais aller vers le sud et toujours aller vers le nord et ne jamais prendre d'avion. Donc j'ai traversé tous ces pays, je crois qu'il y en a 14. Sur les paysages, il y a des fois quand même, j'ai marché 700 km de forêt brûlée en Oregon. Aucun intérêt. Et 700 km, c'est un Paris-Lyon aller-retour. D'ailleurs, j'ai rien créé du tout. Hein. On a la chance en France d'avoir le pays qui a le plus de sentiers de randonnée au monde. On a 56 000 km de sentiers de randonnée, c'est plus que les États-Unis sur un si petit pays. Bonjour, vous êtes sur le point d'écouter un nouvel épisode de l'Instant Outdoor, le podcast outdoor dans lequel on partage les meilleurs conseils et histoires des acteurs du sport outdoor. Mon objectif est de vous inspirer et vous inciter à bouger en conservant votre santé grâce aux conseils et retours d'expérience pour se lancer et progresser dans votre sport. Nutrition, préparation mentale, entraînement, apprentissage, parcours de vie, on abordera ici tous les sujets sans tabou et de façon naturelle. Je suis François Hinault, fondateur de Planet Trail Productions, speaker, créateur de contenu pour les sports outdoor, créateur de la bière endurante et organisateur du Grand Raid du Finistère. Contactez-moi sur contact@planettrail.com, sur LinkedIn ou sur mon site planettrail.com. Bonne écoute. Bon, alors aujourd'hui je suis en présence de Kevin, et alors Kevin, j'ai découvert ton défi, ton aventure, ton existence aussi via les réseaux sociaux et via un beau parcours que tu as préparé. On va pouvoir en parler en long, en large, en travers durant cet épisode de l'Instant Outdoor. Mais avant tout, comment vas-tu, Kevin ? Bonjour François, écoute, comme tu le dis, j'existe déjà, donc merci de l'avoir souligné. Ça va très bien, écoute, il y a plein de choses qui se passent en ce moment dans ma vie et dans les projets que j'essaie de mener à bien, et donc je pense que cet été va être assez excitant pour moi. Trop bien. Alors, la toute première question, de savoir comment tu vas, c'est souvent la même, c'est de savoir si tu peux te présenter, s'il te plaît. Traditionnel, nom, âge, prénom, profession. Écoute, c'est justement ça l'intérêt de la présentation. Je suis toujours curieux de savoir comment les gens se définissent, et ça me permet souvent de rebondir sur des sujets et des choses auxquelles je ne m'attendais pas. Donc, allez, alors dans ces cas-là, je vais faire une présentation sans ces 3 points-là. Donc je vais te donner mon trail name, qui est ce qu'on te donne en général quand tu fais un trek de longue distance. C'est comme ça que les gens t'appellent. Donc je m'appelle Resupply aux États-Unis. C'est comme ça que les gens me connaissent, parce que j'avais toujours 1 kilo de peanut butter avec moi sur le dos, et on pouvait se recharger en nourriture quand on me croisait. Donc ça, c'était mon trail name. Mon âge, j'ai presque l'âge de Jésus, et ce que je fais dans la vie, bien en ce moment, je suis en train de faire ce qui me passionne dans la vie, donc on peut pas vraiment dire que ce soit mon métier. Je suis en train d'essayer de lancer une randonnée qui s'appelle l'Hexatrek, qui est un sentier qui traverse la France des Vosges jusqu'aux Pyrénées, 3034 km. Trop bien. Alors si je suis bien culturé, tu as environ 33 ans. Je me suis un peu vieilli, mais ouais, c'était pour trouver quelque chose. Ok. On dit, c'est vrai que quand on a 33 ans, qu'on a l'âge du Christ, effectivement. Alors, tu as un petit peu parlé de ton passage aux États-Unis avec, si j'ai bien traduit, tu avais du beurre de cacahuète sur toi. Ah oui, c'est je le dis pas en français. Comment ça se fait que tu te sois retrouvé aux États-Unis à aller parcourir les sentiers ? Écoute, c'est vrai que donc j'ai fait une randonnée qui s'appelle le Pacific Crest Trail aux États-Unis, qui est donc une randonnée qui traverse tout l'Ouest américain, je crois 27 parcs nationaux du Mexique jusqu'au Canada. Et c'est vrai que tout le monde avait un peu son histoire personnelle. Tous les gens que j'ai rencontrés, ils avaient tous une raison pour laquelle ils faisaient le Pacific Crest Trail. Moi, c'est simplement que j'allais vers le nord, puisque j'étais déjà en route depuis 2 ans et demi, dans un voyage que j'ai commencé en Patagonie, au plus bas du plus bas, au Ushuaia. Et je t'avoue que c'était pas vraiment un plan, mais en continuant la route des Andes, la route à Patagonia, en suivant les chaînes de montagnes du Chili et d'Argentine, je me suis rendu compte qu'il y avait un peu une ligne qui était toute tracée pour continuer à monter vers le nord, et c'est devenu un peu ma guideline tout le long du parcours. Ne jamais retourner en arrière, ne jamais aller vers le sud, et toujours aller vers le nord, et ne jamais prendre d'avion. Donc j'ai traversé tous ces pays, je crois qu'il y en a 14, même peut-être un peu plus, avec les petits pays d'Amérique centrale.
jusqu'aux États-Unis. Et ensuite, j'ai continué à traverser les États-Unis sur la Pacific Crest Trail. Et mon plan, c'était d'arriver jusqu'en Alaska, puisque quitte à commencer en Patagonie, autant finir en Alaska. Mais il y a un ranger à la frontière américano-canadienne qui était pas vraiment d'accord avec ce plan, puisque c'était le tout début du Covid. Enfin, le tout début, oui, c'était en septembre, donc c'était 5 mois après le début du Covid. Et il m'a gentiment conseillé de rentrer chez moi. Alors, pour tous ceux qui ne connaissent pas le Pacific Crest Trail, il y a un FKT dessus qui est détenu par Timothy Olson en 51 jours. Donc ça fait 4240 km. J'ai plus le D+, en tête, mais c'est juste hallucinant. Oui, moi je l'ai déjà que je faisais des journées de 50 km par jour et si j'ai mis 120 jours je crois pour le faire. Donc oui, non, je sais pas comment on fait 50, il faut marcher la nuit. Ça fait un ultra par jour pendant 50 jours. Rien que ça. Incroyable. Pourquoi est-ce que tu as fait cette randonnée-là? Enfin, qu'est-ce qui tu es né en France, tu as grandi en France, j'imagine. Tu l'as pas dit le contraire, donc je pars du principe que oui. Qu'est-ce qui t'a amené à aller voyager à travers le monde et partir à l'aventure comme ça? Écoute, je sais pas s'il y a eu un événement précis devant. D'ailleurs, je pense qu'il n'y a pas eu d'événement précis. Si je pouvais quand même retenir un événement majeur, c'est que j'ai commencé à travailler très jeune, quand j'avais 16 ans. Et j'ai jamais vraiment eu l'âme explorateur, j'ai jamais eu vraiment d'adolescence aussi quelque part, j'ai jamais vraiment fait des trucs un peu fous comme on les fait normalement quand on a 16 ans. Et principalement parce que j'ai commencé à travailler jeune. Puis le travail a commencé à vraiment m'ennuyer quand je commençais à avoir 24 ans. Et à partir de là, j'ai commencé à découvrir le plaisir de cuisiner, de prendre son vélo au lieu de prendre sa voiture, d'aller randonner dans la forêt de Fontainebleau, oui, puisque j'habitais à Paris. Et la forêt de Fontainebleau était le seul endroit à peu près qui ressemble à peu près de la nature. Et puis j'ai commencé à voyager. J'ai fait un premier road trip aux États-Unis pendant 3 semaines, pendant 5 semaines même, dans tout l'Ouest américain. Je suis vraiment tombé amoureux. Je pense que c'est une de mes premières histoires d'amour avec la nature. Et puis ensuite j'ai enchaîné. Je suis parti en Islande. Et jusqu'à quitter mon travail complètement, avec juste l'idée d'aller fabriquer un van en Nouvelle-Zélande avec quelqu'un que j'avais rencontré 2 semaines plus tôt dans une soirée sur Paris, et qui a tout quitté lui aussi pour me suivre. Et puis après 6 mois avoir vu cette vie de nomade dans un van, je suis rentré à Paris. Je pense que pour la première fois de ma vie, j'ai eu une petite semaine de dépression, et je me suis dit que du coup c'était pas le moment de finir ce voyage, et donc j'ai continué à voyager. En traversant des pays nordiques, en stop. J'ai commencé à faire de plus en plus d'expériences jusqu'à arriver à ces 3 ans de traverser des 3 Amériques. Alors pour tous ceux qui n'ont jamais voyagé de cette manière, comme moi, est-ce que tu peux nous dire, et peut-être aussi rassurer les gens, parce que quand tu pars comme ça, tu te dis mais comment je vais faire pour me nourrir, comment je vais faire pour vivre, comment je vais faire pour dormir, comment je vais faire pour ci, pour ça. Alors j'ai reçu pas mal d'aventuriers sur le podcast, dont Alain Cailleux qui disait que les réponses viennent en chemin. Est-ce que toi aussi c'est comme ça que ça se passe? Ouais, écoute, de toute manière, les peurs sont toujours, en tout cas pour moi, mes peurs ont toujours été construites sur l'inconnu. La première fois que j'ai eu l'idée de faire du stop, même juste la honte de lever le pouce au bord de la route, le fait de demander à quelqu'un de l'aide, c'est quelque chose qu'on n'a pas l'habitude de faire. Et je levais mon pouce, mais vraiment tout timidement. Et bon, après 2 heures sur le bas-côté de la route, là, je faisais des grands signes aux gens pour qu'ils s'arrêtent. Et puis, voilà, on a une première bonne expérience en stop, puis une deuxième, puis une troisième, puis une 10e, puis une 100e. Et on commence à se dire, le stop, en fait, c'est la meilleure manière de voyager. J'ai pas besoin de savoir à quelle heure mon bus part. Je rencontre des gens incroyables parce que, je sais pas, moi, par exemple, en Norvège, tout le monde m'a dit, tu pourras rencontrer personne, les gens sont froids et ils parleront pas dans la rue, mais moi, il y a 100 voitures qui s'arrêtent pas, mais celle qui s'arrête, c'est le Norvégien le plus adorable qui existe de Norvège, qui a envie de m'inviter chez lui et qui a envie de me faire déguster les produits locaux. Et au bout d'un moment, on passe son temps avec ce type de personnes et on a l'impression que la Norvège est juste remplie de ce type de personnes. Donc c'est assez incroyable. Et je pense que donc là je prenais l'exemple pour le stop, mais par exemple dormir dans sa tente seul la nuit, la première fois que j'ai fait ça de ma vie,
j'ai entendu des bruits, j'étais sûr que quelqu'un voulait me tuer. Et puis une semaine plus tard, j'ai refait la même chose, j'ai entendu des bruits, j'étais sûr que c'était un animal. Et une semaine plus tard, j'étais sûr qu'il se passait quelque chose. Et au bout de la 50e nuit, on se dit mais c'est juste les bruits de la nature. Et je pense qu'il n'y a aucune manière de pouvoir combattre cette peur qu'en multipliant les bonnes expériences. Si dès le premier stop, quelqu'un m'avait agressé, je pense que je ferais pas de stop aujourd'hui. Je dirais à tout le monde, ne faites surtout pas ça. Mais vu que j'ai pris 5000 voitures et qu'il s'est jamais rien passé, j'ai tendance maintenant à dire que le stop, c'est quelque chose de très safe et que le monde extérieur n'est pas rempli de dangers tel que des fois on peut l'imaginer. Ça, c'est un exemple que je donne souvent. Alors, c'est issu de ma vie, et puis c'est peut-être un peu moins exotique que tes expériences. Mais quand tu vas au restaurant avec des enfants en bas âge, très bas âge, hein, moins d'1 an, et puis que la toute première fois que tu vas avec eux, et puis ils se mettent à pleurer. C'est l'enfer, tout le monde te regarde, t'as pas envie d'y retourner, tu retourneras plus jamais au restaurant avec tes enfants. Alors que si ça se passe bien, eh ben, t'y retournes. Ouais. Donc c'est un petit peu le même type d'expérience que tu partages, c'est que en fait quand tout se passe bien, ben tu prends confiance, et plus tu prends confiance, plus ça se passe bien, et c'est un cercle vertueux. Alors que si t'as une mauvaise expérience un jour et que tu restes dessus, ça peut te paralyser et te bloquer, quoi. Ouais, clairement, clairement. Et c'est vrai que j'ai toujours eu tendance à prêcher la bonne parole en disant mais allez-y, surtout principalement auprès des femmes que j'ai rencontrées, qui, il y en avait qui faisaient la même route que moi en stop et qui étaient des baroudeuses et qui s'en sortaient extrêmement bien. Il y avait aussi beaucoup de femmes qui me disaient j'adorerais faire ça, et j'avais envie de dire mais vas-y, fais-le. Et c'est sûr que nous, il y a énormément de choses sur lesquelles jamais on m'a proposé, jamais on m'a fait des attouchements dans une voiture, jamais on a été lourd avec moi dans une voiture. Donc, c'est sûr que c'est beaucoup plus simple pour moi. Personne ne s'est arrêté pour moi pour la mauvaise raison. Mais quand je vois tous ces gens adorables qui adorent aider, surtout quand on commence à aller dans des milieux plus isolés, vraiment, je pense que les seuls véritables dangers, j'ai quand même traversé l'Amérique du Sud, l'Amérique centrale. Dedans, il y a l'Honduras, le Salvador, parmi les pays les plus dangereux au monde. Et on se rend vite compte en fait que le danger, par exemple en Argentine, il est à Buenos Aires, il est dans une ville de 30 millions d'habitants, et que ça soit Buenos Aires, Rio de Janeiro ou Paris, j'ai autant de chances de me faire agresser à la porte du périphérique à Paris, porte nord, à 2h du matin. Donc il y a un peu des règles un peu internationales pour moi qui sont que quand je me balade au fin fond de la Pampa Patagonica ou au Pérou, je rencontre des éleveurs de lamas qui n'ont aucune idée de ce que c'est qu'un téléphone. Ils n'ont même pas l'idée de me le voler. Je trouve que la violence, elle apparaît surtout en ville. Et quand on commence à faire un voyage comme ça, en général, on s'amuse pas à faire le tour du périphérique, donc on va dans la nature. Et il se passe peu de choses violentes. En tout cas, pour moi, il s'est passé peu de choses violentes. Je suis sûr que plein de gens peuvent raconter des récits différents. Et puis moi aussi, il s'est passé des trucs dans 3 ans de voyage qui peuvent peut-être faire un peu peur, mais comparé au nombre de bonnes expériences, ça valait le coup. Et alors justement, tu parlais de solitude. Est-ce que c'est quelque chose qui est pesant, et est-ce que c'est finalement quelque chose auquel on se fait? Comment tu vis ça? C'est un sujet auquel tu as beaucoup le temps de réfléchir à la solitude quand tu es seul. Écoute, moi je pense qu'il y a au moins une vérité qui fonctionne pour moi, c'est que la solitude, quand elle est choisie, quand elle est volontaire, quand tu décides de sortir de ton appartement et aller te randonner, elle est agréable, elle est tu te sens bien, en tout cas moi je me sens très très bien quand je décide de partir seul faire quelque chose. La solitude, quand elle est imposée, parce que je sais pas, tu rentres du travail le soir et que tu es seul dans ton appartement, et que en plus de ça, sur le chemin du retour, tu as vu plein de gens boire des coups en terrasse et avoir des amis, ben là je trouve qu'elle devient dure, la solitude. Et en voyage, en plus, quand tu passes pas mal de temps seul, en tout cas sur le Pacific Crest Trail, moi j'y étais à une année où c'était le Covid, donc on peut dire qu'il y avait à peu près 10 fois moins de personnes qu'à la normale. J'ai passé à un moment donné 13 jours sans voir un être humain. J'étais sûr de voir un être humain à l'endroit où je m'étais envoyé un paquet de nourriture, parce que pareil, je parle en anglais dans ma tête, les resupply points, les lieux de réapprovisionnement, Les ravitaillements. de ravitaillement, merci. Et du coup, il fallait envoyer des colis à l'avance. Et je me suis dit, il va y avoir le postier au moins, quoi. Et en fait, il y avait juste mon colis qui m'attendait avec écrit Kevin dessus. Et j'ai vu personne.
Et dans ce genre de moment, c'est dur, mais le premier humain qu'on voit, c'est juste incroyable la relation qu'on a avec. Et d'ailleurs, le premier humain que j'ai vu, j'ai marché 10 jours avec lui après. Et, euh, et ouais, je pense on alterne ces moments où quand on est seul, après, on passe des vrais bons moments de qualité avec les gens. Euh, et on est vraiment content d'être avec eux et on redevient seul. Je pense qu'en voyageant, on n'est jamais vraiment seul. Surtout en voyageant de cette manière-là, en s'exposant aux autres, en faisant du stop. Je sais pas dans combien de maisons j'ai été invité, à combien de repas j'ai été convié, mais c'est assez incroyable. Et puis si j'avais voulu rester plus longtemps à certains endroits, j'aurais pu. J'ai fait des volontariats. On est jamais vraiment seul. Et tu vois, l'autre jour, je suis parti courir et dans la vallée où j'étais, ça sentait le barbecue, tu vois. Et donc je continue ma course et là je passe un camp de gens du voyage et qui étaient en train de faire ce fameux barbecue, mais il y avait un petit peu de distance quand même, hein. Puis du coup je m'arrête de discuter avec eux et je leur dis mais c'est vous qui faites cette odeur là qui donne envie de manger. Et puis on commence à rigoler. Ils me disent que je devrais arrêter de courir et puis faire comme eux. Ils avaient tous un gros bide, des clichés quoi. Et ils m'ont invité à manger. Et puis j'ai refusé parce que il était 18h45, j'étais attendu à la maison, etc. Et après j'ai regretté. Je me suis dit mais en fait c'est con. Enfin t'aurais pu passer un moment que t'aurais raconté peut-être à tes petits enfants parce que y a une culture de vie différente. Mais en fait, tu vois, quand t'es pris dans ton quotidien et tout, eh ben, tu rates certaines choses qui sont pourtant hyper enrichissantes. Ouais, il y a un très beau bouquin qui est assez connu qui s'appelle L'alchimiste de Paolo Coelho, qui poétise ça un peu à travers un concept qu'il appelle la légende personnelle. Et il considère qu'à partir du moment où bon, il dit qu'il y a un destin qui est un peu tracé, que t'as beau prendre des décisions, il y a des fois où tu prends des décisions qui sont sur ta légende personnelle et des fois où tu ne l'es pas. Et quand tu voyages, tu te rends compte de ce genre de décision parce que si jamais, à un moment donné, j'arrive à un croisement et je prends à droite ou à gauche, l'ensemble du reste de mon voyage, donc pendant des années, va dépendre de juste ce choix-là, puisque je vais monter dans une voiture, cette voiture va m'emmener dans un endroit que je pensais pas, et puis je vais faire un volontariat à tel endroit, et puis je vais rencontrer telle personne avec qui je vais voyager 6 mois. Et c'est vrai que tu es très au fait des décisions que tu prends quand tu voyages parce que tous les jours tu dois le construire alors que quand tu as ta vie, tu sais que le vendredi prochain tu as une soirée avec tes amis, que lundi il faut que tu retournes au boulot et que quand tu trouves un groupe comme ça qui t'invite à un barbecue, tu dis je peux pas parce qu'il faut que j'aille m'occuper d'un truc. Et c'est le premier réflexe, c'est qu'on est quand même sur un planning qui est tout fait. Et l'une des plus belles choses, je pense n'importe quel aventurier te dira ça, c'est de pas savoir de quoi il te fait le lendemain. C'est pour ça qu'on fait des aventures. C'est de prendre des décisions au jour le jour qui t'emmènent dans des vies que t'avais même pas imaginé la veille. Si jamais j'avais une voiture, je sais exactement comment aller d'un point A à un point B. Si jamais j'y vais en stop, ça se trouve, je vais pas du tout aller à l'endroit où je pensais aller. Donc il faut pas être très exigeant avec ses plans. Et alors, quand tu parles de ce type de voyage-là, ça fait rêver, ça fait envie. Pourtant, beaucoup disent ah bah, je verrai quand je serai en retraite. Sauf que malheureusement, il y en a plein qui l'atteignent pas, et ceux qui l'atteignent, des fois, 2-3 ans plus tard, ils sont partis. C'est des scénarios qu'on voit régulièrement, ça, hein. Des gens qui s'arrêtent de travailler et comme ça, ils ont un espèce de choc dans leur vie et puis décèdent quelques années plus tard. J'ai pas mal, malheureusement, de personnes dans mon entourage à qui c'est arrivé. Du coup, c'est trop tard, quoi. Qu'est-ce qui fait que toi et que les autres personnes qui font aussi ces voyages-là ne se disent le fameux ici et maintenant, c'est aujourd'hui, pas demain. Si j'attends demain, ça ne se produira peut-être jamais. À ton avis? Écoute, c'est difficile de donner une réponse universelle, hein. Il y a tellement de paramètres qui rentrent en compte. Très honnêtement, parce que j'ai commencé à travailler tôt et que j'ai atteint un statut OK dans le monde du travail et que j'ai réussi à mettre un peu tout de côté, plutôt que d'acheter un appartement, j'avais quand même un peu de fonds de côté et ça aide à prendre ce genre de décision. Il y a énormément de gens qui finissent leur mois à 0 € et qui survivent. C'est quand même une grande majorité. Enfin, la survie, c'est pour une grosse partie, et pour une très grosse partie, c'est d'arriver à vivre correctement, mais sans mettre des milliers et des cents de côté. Et je pense que prendre une décision comme ça,
En plus de ça, si on commence à avoir des enfants et avoir pris un crédit, enfin tout ce genre d'engagement qu'on commence à prendre à 25, 30, 35, ils finissent d'achever la possibilité d'avoir cet élan de liberté à un moment donné, prendre confiance, se rendre compte qu'on peut très bien vivre comme ça. Je pense que c'est beaucoup de paramètres et puis un peu de chance, des gens qui nous inspirent et une première expérience obligatoire, quoi. Ça commence, je pense pas que ça commence par je quitte tout et je pars 5 ans. Ça commence par je vais tenter quelque chose pendant quelques mois. Et parce qu'on y prend goût, on met les moyens en œuvre pour continuer à le faire. Ouais, c'est intéressant, ça se fait de ces choses qui nous, socialement, nous définissent. Typiquement, marié, propriétaire, 2 enfants, le labrador. Surtout le labrador. Surtout le labrador. Ce sont ces mêmes choses qui nous retiennent aussi de faire ce dont on a envie de faire, mais bon, c'est des choix de vie. Le principal, c'est de ne surtout pas regretter. Oui, surtout qu'il ne faut pas non plus croire que la vie que je mène et que d'autres personnes mènent, c'est une vie de rêve pendant 365 jours de l'année. Il y a des moments où on n'en peut plus, il y a des moments où on aimerait avoir des collègues horribles avec qui discuter. On préférerait manger avec des collègues horribles que d'être seul. Il y a des moments où on aimerait que quelqu'un nous dise quoi faire aujourd'hui et pas avoir besoin de prendre des décisions. Il y a des moments qui sont durs, hein, et donc et puis il y a aussi, moi je pense que c'est l'un des trucs qui m'a le plus pesé, c'est que j'ai créé des milliers de relations avec des milliers de personnes et c'était beau que ça soit éphémère parce que c'est assez intense. Des fois en 2 jours on a l'impression de raconter autant de trucs qu'à son meilleur ami, mais ils disparaissent et à chaque fois il faut recommencer. Et puis après des années on se rend compte on s'est construit, on a construit plein de choses, mais quand on s'assoit 2 minutes et qu'on arrête de bouger, on se rend compte qu'on n'a pas construit grand chose non plus. Donc je pense que j'ai envie de dire ça serait magnifique que ça soit une expérience que chacun puisse vivre au moins une fois dans sa vie. Ça veut pas forcément dire qu'il faut vivre toute sa vie comme ça. Souvent, ceux qui aiment ce genre d'aventure le font pendant leurs vacances ou alors l'ultra trail aussi. On dit souvent qu'un ultra trail c'est une tranche de vie. Parce que tu vois, tu as justement des scénarios comme tu viens de décrire où tu rencontres quelqu'un sur le sentier que tu connaissais pas la veille et tu es capable de lui raconter tes pires secrets alors que des fois tu t'empêches de le faire quand tu es en société, d'aller parler à des gens que tu connais pas. Et c'est ça, souvent on parle de ça, de tranche de vie, j'aime bien cette expression. Alors, on va amener gentiment le projet de l'Exatrek. Comment est-ce qu'il est né ce projet et est-ce que tu peux le décrire déjà pour commencer? Avant de te dire comment il est né. Avant, ouais. Le décrire, écoute, mathématiquement, c'est un sentier de 3034 km qui fait 136 000 mètres de dénivelé et qui va prendre 3 à 5 mois à être fait. Un peu plus poétiquement, c'est un sentier qui a pour but de relier l'ensemble des plus belles montagnes de notre hexagone, d'où le nom Exatrek. Et pour ça, il y a des noms comme le parc naturel des Vosges du Nord, du Ballon des Vosges, du Jura, des Alpes du Nord, des Hautes-Alpes. Et là, je vais vite, parce qu'il y a la Vanoise, Chamonix-Mont-Blanc, Massif des Cerces, que peu de gens connaissent, qui est sublime. Les Hautes-Alpes, du coup, après, avec les Écrins, le Vercors, la chaîne de Beldon, Vercors, on arrive dans la Drôme, Ardèche, Tarn, Cévennes, Languedoc et la grande traversée des Pyrénées pour arriver symboliquement à la mer, à Hendaye et à la frontière, puisque le but d'un through hike, c'est le nom qu'on donne aux sentiers de randonnée qui traversent un pays aux États-Unis, c'est d'aller d'une frontière à l'autre. Donc celui-ci va de l'angle droit de notre hexagone à la frontière franco-allemande jusqu'à l'angle gauche en bas, à Hendaye, à la frontière franco-espagnole. En passant par la Suisse. Oui, il y a une petite incartade de 4 jours sur les hautes crêtes du Jura suisse, et il y a aussi une autre incartade de 4-5 jours en Espagne,
puisque dans les Pyrénées, il y a un sentier très connu qui s'appelle le GR10 qu'on utilise peu. On utilise surtout dans les Pyrénées-Atlantiques, mais le reste, on utilise un autre sentier qui s'appelle la HRP, qui est la haute route des Pyrénées et qui passe son temps au plus haut, enfin en tout cas sur les crêtes. Et forcément, on passe de l'Espagne à la France assez souvent. En tout cas, la trace fait rêver. Il lui manque juste une toute petite chose, si je peux me permettre, c'est qu'elle ne passe pas par la Bretagne. Et ça, j'étais obligé de te le dire. Ouais, alors tu sais que j'ai eu beaucoup de commentaires exactement, c'est-à-dire que c'est la seule région qui m'a fait ce commentaire et à chaque fois votre projet est super, dommage que ça passe pas par la Bretagne. C'était sublime, à chaque fois ça m'a fait autant rire. Tu vas peut-être aussi avoir nos amis corses qui vont te le dire, mais... mais oui, vous avez le GR34. Votre GR, c'est juste incroyable. Il fait 2600 km. C'est presque la taille de l'Exatrek. Ça, c'est juste le tour de la Bretagne. C'est quand même... Alors, 2100. 2100, ok. Mais c'est vrai que quand on le dit, les gens ne le croient pas. Et effectivement, c'est avec le nombre de criques. Moi, je compare souvent les criques à des sommets. Tu sais, il y a ce dessin où le petit bonhomme, il croit être arrivé en haut du sommet. Et en fait, c'est le sommet caché. En fait, le sommet plus haut qui est derrière. Et les criques, c'est pareil. Tu as l'impression d'être juste à côté. Et en fait, il y a une crique qui se rentre dans les terres, qui repart, qui t'en cache une autre, Et c'est un petit peu ça aussi. Donc ça fait effectivement 2005 km. Bon, blague à part, c'était mon petit côté chauvin breton. Mais t'as raison de cette remarque, parce que donc il y a des personnes, bon, les Bretons, je les mets de côté, mais il y a d'autres personnes qui m'ont dit aussi, c'est dommage, l'Exatrek, ça devrait faire le tour en entier. Et déjà, une randonnée de 3000 km, c'est déjà beaucoup. C'est un peu le standard de ce qui se fait partout dans le monde, puisque j'arrête pas de parler du Pacific Crest Trail, mais c'est pas les seuls. Il y a l'Appalachian Trail et la Continental Divide. C'est les 3 sentiers qui traversent les États-Unis. Comme les États-Unis est un gros rectangle, ces 3 sentiers font tous entre 3 et 4000 km. Et de là est né d'autres sentiers après. Enfin, de là, non, les sentiers existaient aussi avant, mais je veux dire, cette mode du through hiking, puisque ça a vraiment un nom, elle a grandi en Nouvelle-Zélande, par exemple, avec le Te Araora, qui est un sentier qui fait 3000 km et qui traverse le pays du nord au sud. La Via Dinarica en Croatie, il y a des Italiens là qui sont sur un super projet en Italie qui s'appelle la Va Sentiero, qui traverse toute l'Italie. Bon, alors eux, ça fait 6000 km. Mais voilà, grosso modo, souvent, ça fait 3000 km. Et surtout, moi, quand j'ai créé le sentier, d'ailleurs, j'ai rien créé du tout, hein. On a la chance en France d'avoir le pays qui a le plus de sentiers de randonnée au monde. On a 56 000 km de sentiers de randonnée, c'est plus que les États-Unis sur un si petit pays. Et du coup, il m'a simplement fallu relier 47 GR et une centaine d'autres petits sentiers de randonnée pour pouvoir créer cette expérience. J'ai pas été prendre une pelle avec des bénévoles pour aller creuser. Donc les sentiers existaient déjà. Mais le plus gros travail, ça a été d'identifier les endroits dans lesquels c'est le plus joli, et surtout, puisque c'était ça l'expérience que je venais de vivre aux États-Unis. Aux États-Unis, on obtient un permis, et ce permis te permet après de bivouaquer où tu veux, quand tu veux. Il y a plus de question de où est-ce que je vais être ce soir. Et donc, je voulais absolument trouver des endroits dans lesquels le bivouac était autorisé, et c'est ce qui m'a pris le plus de temps. Et en fait, tout le littoral déjà est interdit au bivouac, donc adieu la Bretagne. Et bien évidemment, la carte de la densité de la population française s'accouple parfaitement avec la carte du relief, et elle s'accouple aussi parfaitement avec la carte des autorisations de bivouac. Donc être dans les montagnes, c'était ce qu'il y avait de plus logique pour pouvoir créer l'Exatrek, et puis aussi pour pouvoir créer cette expérience de pleine nature, puisque il y a bien Saint-Jacques-de-Compostelle qui existe. Et c'est simplement que Saint-Jacques-de-Compostelle, à mon avis, ne répond pas à toutes les attentes, puisqu'il y a 30% des gens qui le font pour des raisons religieuses, mais le reste, c'est principalement, je pense, pour les mêmes raisons que ceux qui font le Pacific Crest Trail, pour vivre une aventure un peu transcendante, pour aller découvrir du pays. Et Saint-Jacques, comme c'est historique, eh bien, on passe beaucoup par des petits villages, et donc par des petites nationales, et le soir, on est obligé de dormir dans des Airbnb, des B&B. Donc, les montagnes étaient la raison principale de la naissance de l'Exatrek. Et j'étais moi-même surpris de voir parce qu'en moyenne, on est à 1250 mètres sur l'Exatrek, qu'on pouvait traverser la France des Vosges jusqu'aux Pyrénées en étant que sur des chaînes de montagnes. Elles se suivent à la perfection. Alors, tu parles de Saint-Jacques-de-Compostelle. J'ai fait un épisode avec Sylvain Bazin, qui est le rédacteur en chef du magazine Wider. Ouais.
Et c'est l'épisode 146, on parle justement des chemins de Saint-Jacques-de-Compostelle, parce qu'il a écrit un livre dessus. Donc un très bel épisode si vous voulez en savoir un peu plus sur les chemins de Saint-Jacques-de-Compostelle. J'ai vu en commentaire, et je voulais te poser la question parce que ça m'a surpris. L'être humain me surprend toujours. Mais en fait, votre sentier, tout le monde ne le voit pas forcément d'un bon œil. Et tu as dû voir ces commentaires sur les réseaux sociaux en disant que ça allait amener encore plus de monde sur les sentiers et donc encore plus de dégradation. Et comment est-ce que en fait vous inventiez finalement pas grand-chose et que cette trace n'apportait pas grand-chose. Comment est-ce que tu réagis à tout ça après tout ce travail pour accomplir cette trace? Alors écoute, c'est vrai qu'il y a deux manières de voir la chose. Moi, je pense que je suis devenu un écologiste parce que j'ai passé du temps dans la nature. Je suis devenu un protecteur de la nature parce que j'ai passé tellement de temps à l'aimer et à, et à vivre dedans que ça me viendrait même plus à l'esprit, même si ça m'était jamais venu à l'esprit avant, mais bon, maintenant c'est sûr, de jeter une bouteille en plastique par ma fenêtre. Donc, et puis ça m'a intéressé, surtout j'ai lu le livre No Trace aux États-Unis, j'ai appris comment faire caca dans les bois. C'est une idée, j'avais pas idée avant de comment faire caca dans les bois. J'aurais pris certainement du PQ comme n'importe qui sait pas, et multiplié par 5000 randonneurs, à la fin ça fait une allée de PQ. Je pense que ceux qui disent ça va mettre plus de monde sur les sentiers, c'est pas vraiment la randonnée familiale avec 3 enfants et le Labrador dont on parlait tout à l'heure. Ceux qui partent sur l'Exatrek, tout va revenir sur le Labrador pendant cette émission. C'est notre fil rouge. Ah ben on pourra parler de l'autorisation des chiens sur l'Exatrek après, tiens. Voilà. Voilà, c'est évident l'autorisation des Labrador. Ok, spécifique. Pardon, je te perds, Dieu. Excuse-moi. Non, mais c'est évident que souvent dans les zones à risque, dans les zones sensibles, je sais pas, j'en cite une, les écrins par exemple, le lac du Levitel, puisque j'ai eu le parc national des écrins au téléphone et il me parlait de cette zone. Il est très facile d'accès, le parc Levitel, en voiture. On peut se garer à 500 mètres de dénivelé du parc de Levitel, et donc effectivement on prend tout son sac, on prend plein d'objets qu'on a achetés au supermarché avant, en plastique, ses 3 enfants, son chien, etc. Ça crée beaucoup de dégâts parce qu'effectivement les gens vont partout, c'est des grosses masses de personnes qui arrivent le week-end. Et je pense que effectivement, moi je trouve ça quand même bien que des gens qui vivent à Grenoble puissent prendre leur voiture et aller découvrir le lac Levitel, parce que ça doit forcément commencer par quelque part de se reconnecter avec le vivant et la nature. Mais les gens qui font un through hike, honnêtement, tous ceux que j'ai rencontrés dans ma vie, c'est des gens, ils sont ultra light, ils rationnent leur nourriture dans des petits pots qu'ils gardent, ils jettent rien dehors, pack in, pack out, quoi. Tout ce que tu prends sur le sentier, tu le vires. Enfin, c'est toute une culture qui va avec. Et je pense que d'ailleurs, on parle pas de millions de personnes, hein. Pour l'instant, il y a 400 personnes qui veulent le faire en entier cette année, ce qui est déjà beaucoup plus que ce que j'imaginais, mais on est loin des 6000 du Pacific Crest Trail. Enfin, même plus que ça, 6000 qui les terminent, je crois. Et on a aussi créé l'Exatrek Association dans ce but-là, c'est que pour l'instant on n'a pas vraiment beaucoup de fonds, donc on peut pas vraiment agir à un plus haut niveau que celui de créer la randonnée et essayer de voir ce que ça donne. Mais plus l'Exatrek Association va grandir, plus on va avoir pour mission d'informer. On a déjà créé une charte de bonne conduite, mais vous allez me dire, mais c'est une charte, on la lit ou on la lit pas si on veut, mais bon, on essaye de faire tout ce qu'on peut pour l'envoyer par mail, pour la communiquer à tous ceux qui nous ont dit qu'ils allaient faire l'Exatrek. On a un groupe Discord dans lequel il y a plus de 1000 personnes, parce qu'il n'y a pas que des gens qui veulent le marcher en entier, il y a des gens qui veulent faire des randos à la semaine, avec lesquels on échange à propos justement de ces thématiques-là. Est-ce que les gaz cookers sont autorisés à tel endroit? Est-ce que j'ai le droit de bivouaquer? Les autorisations pour le chien, qui d'ailleurs, du coup, pour rebondir là-dessus, est interdit dans 20% du territoire. Enfin, 20% de l'Exatrek est totalement interdit aux chiens, donc c'est pas évident, mais c'est notre but d'association, puisque maintenant on est 4 d'ailleurs, de répondre à toutes ces personnes-là et d'essayer de créer en accord avec les territoires, parce que c'est pareil, ça, j'ai dû passer un paquet de coups de fil avec les communautés de communes, les parcs nationaux, régionaux, les réserves, pour essayer de créer une expérience qui soit belle et qui soit non destructrice de la nature, et 2, qui pour moi crée un lien entre l'humain et la nature qui fait que l'humain a envie de la protéger.
Non, mais je crois que c'est une très belle réponse parce que quand on fait ce genre d'aventure, on ne peut pas ne pas aimer la nature et la respecter. Et tu vois, ça va dans le sens de ce que j'avais entendu, que finalement, les offices du tourisme, les responsables des territoires avaient eu tendance à une époque à mettre des poubelles un peu partout. Et puis en fait, ces poubelles-là, elles avaient tendance à dégueuler parce que elles n'étaient pas ramassées suffisamment souvent. Et que finalement, ils avaient fait un petit peu marche arrière et puis ils se disaient, mais est-ce qu'on sensibiliserait pas les gens à simplement ramener ce qu'ils ont amené? Et c'est vrai que quand tu le dis, ça paraît tellement évident en fait. Plutôt que de laisser une poubelle sur place qui va dégueuler, qui va faire dégueulasse au bord d'un lac, en fait, si tu t'es monté un sachet, un truc, tu es aussi capable de le redescendre. Et du coup, ça va dans le sens de ce que tu dis et du mode de fonctionnement des trekkers. Ouais. Mais moi, ça me viendrait même pas à l'idée, pour te dire, d'arriver dans un refuge, de payer ma nuit et de demander s'ils peuvent s'ils peuvent prendre mon sac poubelle. Parce que je sais ce que vit un refuge. Et j'en ai vu plein et je sais que c'est un enfer, les poubelles, déjà de gérer ses propres poubelles. Et que si tous les randonneurs donnent les poubelles à un refuge, ça fait beaucoup plus de boulot pour eux. Mais ça, on peut le savoir que parce qu'on l'a fait au moins une fois. On ne le lit pas dans un bouquin en disant ne donnez jamais vos poubelles à un refuge. On peut le savoir que parce que c'est du bon sens, parce qu'un jour un refuge nous a dit bah écoute, pour nous c'est compliqué de garder tes poubelles parce que et on comprend l'histoire et ensuite on l'intègre, on est intelligent, je pense. Bon voilà, c'était le petit passage sur la gestion des déchets. Non, mais c'est un sujet qui est vraiment important, hein, et je pense que c'est toute une prévention, une mentalité. Et tu disais que c'est peut-être qu'une charte, mais moi je suis très favorable à tout ce qui est prévention plutôt que répression. Et des chartes, alors souvent, tu sais, les livres, je prends un exemple qui est complètement différent. C'était sur l'éducation des enfants, les sensibiliser aux écrans. Et quelqu'un m'avait recommandé ce livre parce que je sais plus de quoi je parlais sur une story, et puis bref. Et puis il m'avait recommandé ce livre et tout. Alors j'ai déjà une liste de livres, je ne sais pas quelle taille il fait à lire. Et je lui avais dit, je trouve ça très bien en fait ces livres-là, mais souvent, en fait, c'est les gens qui sont déjà sensibilisés qui vont les lire et qui sont déjà convaincus que les écrans c'est pas bien. Et comment, tu vois, est-ce que la charte, je pense que ça va être un petit peu plus court à lire, donc elle va toucher peut-être plus de monde. Mais en tout cas, la prévention et la sensibilisation, c'est nécessaire, quoi, plutôt que de la répression. Clairement, déjà juste aujourd'hui, on a hâte que ça puisse être dans la vraie vie sur le sentier, mais déjà aujourd'hui sur notre groupe Discord, donc qui est juste une solution pour pouvoir échanger sur des channels, etc. Il y a 1000 personnes. Sur ces 1000 personnes, on les reconnaît tout de suite. Il y a 200 ou 300 personnes qui sont déjà des gens qui sont habitués à la randonnée longue distance, qui ont déjà plein de bons conseils, qui sont déjà éduqués à la protection de la nature. Et puis il y a plein de gens qui ont déjà fait des randonnées le week-end, mais qui se sont jamais vraiment lancés à acheter une tente ou des choses comme ça, et qui sont du coup mélangés dans le groupe de discussion avec toutes ces personnes. Et c'est même plus nous en fait qui faisons l'éducation. Enfin l'éducation, on éduque personne, mais c'est même plus nous qui expliquons à des futurs randonneurs quelles sont les bonnes pratiques. C'est les randonneurs entre eux. Donc c'est vraiment très très beau à voir à notre petite échelle déjà aujourd'hui. Alors là, je vais mettre ma casquette d'organisateur, parce que j'organise le Grand Raid du Finistère. C'est une course qui fait tout le tour de la presqu'île de Crozon dans le Finistère. Okay. Et cette course-là traverse des zones Natura 2000, des zones qui sont propriété du Conservatoire du Littoral. Et du coup, ça implique tout un tas de mesures, de règles de prévention à faire, de choses qu'on n'a pas le droit de faire, et certaines responsabilités. Toi, en tant que créateur de l'Exatrek, et du coup tu amènes un certain nombre de gens sur ce sentier-là durant une période donnée, est-ce que ça fait de toi responsable d'eux? Écoute, sur les sentiers qui sont homologués, s'il y a un responsable, c'est celui qui a homologué le sentier. Donc si on est sur
le GR91 qui traverse par exemple la réserve des hauts plateaux du Vercors. Le GR91 est un sentier homologué et ouvert, et donc du coup le fait de passer dessus, que ce soit l'Hexatrek, le Tour du Vercors, le Trail Vercors, on est quand même sur le GR91 qui est le sentier qui est homologué. Maintenant, il faut pas utiliser ça pour dire du coup je m'en fous et je vais mettre 6000 personnes là-dessus. J'ai eu l'ensemble des parcs nationaux et des parcs régionaux au téléphone, des réserves naturelles, et surtout pour l'instant disons qu'il y a 2 projets en un. C'est que le premier, c'était sûr que pour cette première année, et en plus c'est pas forcément un souhait, le balisage, le marquage, la signalétique, peu importe comment on l'appelle, de l'Hexatrek le long du parcours, ça allait être très compliqué. Mais ça m'a permis, donc l'idée de base, c'était de créer une application mobile, et dans cette application mobile, enfin c'est plus qu'une idée de base, c'est l'idée qui a fini par aboutir grâce à une campagne de financement participatif. Dans cette application mobile, il y a l'ensemble du tracé qui est disponible en hors connexion, et surtout, c'est ce qui m'a pris le plus de temps, moi, en back-office, en travail, c'est référencer tous les endroits dans lesquels le bivouac est interdit et tous les endroits sensibles dans lesquels on peut pas faire ce qu'on veut. Et il y a 71% du territoire qui est autorisé au bivouac, mais il est clairement indiqué, en fait, le tracé est vert quand on est dans une zone qui est soit un parc régional ou un parc national dans lequel la pratique du bivouac est autorisée, soit elle est rouge quand on est sur des terrains privés ou qu'on est dans des zones sensibles comme Natura 2000, comme tu veux le dire. Et donc pour la première fois, en tout cas, moi j'ai pas connaissance qu'il y ait quelque chose qui puisse le faire, une application qui puisse me donner cette info. Pour la première fois, même si c'est condensé que sur une seule randonnée, je peux quitter mon travail le vendredi soir. C'est quand même bien d'avoir pris quelques infos avant, mais je peux aller au départ du sentier le lundi et je peux utiliser cette application mobile pour savoir où est-ce que j'ai le droit de bivouaquer, parce que c'est cette question-là, où sont les zones sensibles, honnêtement. Moi j'habite à Chamonix par exemple, il y a la réserve naturelle des Aiguilles Rouges. J'ai jamais vu un panneau pour me dire vous rentrez dans la réserve naturelle des Aiguilles Rouges. La seule manière de le savoir, c'est avec les données satellites. Et c'était ça vraiment la volonté première. En tout cas, c'est ça qu'on a présenté au parc. C'est sûr que si on est arrivé avec une solution, il n'y a pas d'application, mais on veut juste mettre 40 000 panneaux pour que les gens puissent se repérer et aucune info, ça serait pas passé de la même manière. Et justement, tu parles de l'application. J'ai navigué aussi sur le site. Il est très bien fait, c'est très graphique, c'est très beau. D'ailleurs, tu as été aussi sensible à mon logo. On salue Florent Beaufils qui m'a fait mon logo, graphiste, qui nous écoute. Tu vois, j'ai téléchargé aussi l'application pendant que tu parlais, parce que j'avais pas pris le temps de le faire. Et qui alors est tu très peux bien télécharger faite aussi, qui est très simple. Tu peux sélectionner la première section qui est les 100 premiers kilomètres du parcours que tu peux télécharger rapidement, qui s'appelle Vosges du Nord, et ça te donnera un aperçu de comment sont faits les pictos. Et je vais le faire, écoute. Et en fait, c'est très clair, c'est très fluide, c'est très ludique. Tu fais ça tout seul? Non, écoute, enfin j'ai fait le design, mais après c'est justement pour ça qu'on a fait une campagne. Donc en fait ce projet il était à état d'embryon dans mon esprit depuis le Pacific Crest Trail, donc en septembre 2020, 2020, ouais. En septembre 2020, je suis rentré en France et j'ai commencé à travailler dessus. J'ai travaillé dessus jusqu'à mars. En mars, je me suis dit que c'était possible, que c'était peut-être un peu fou comme idée, mais que il devrait au moins y avoir 5 ou 6 personnes qui seraient chaudes de le faire, et que voilà, même si ça marchait pas, au moins ça serait une sacrée expérience de m'être construit mon propre tracé puis d'avoir été le faire. Et je me suis dit bon, pour que ça marche, il faudrait quand même si je voulais donner un peu les moyens, il me faudrait quand même une application mobile. Puis j'ai été voir des agences et on m'a fait des devis à 80 000 euros et j'ai dit bon on fera 100. Et je suis arrivé à un moment donné où je me suis dit bon pourquoi pas, j'ai jamais fait ça de ma vie, pourquoi pas faire une campagne de crowdfunding, ça me paraît être la chose la plus logique, voir s'il y a des gens déjà qui sont intéressés ou si je suis le seul fou à vouloir faire ça. Et puis avec les sous récoltés, si on arrive, j'avais mis un objectif de 6 000 euros, si on arrive à réunir 6 000 euros, on va réussir à faire une petite app rapide et on sera bien avec ça. Et au final, il y a eu 1000 personnes qui ont contribué, 55 000 euros de récoltés, et c'est de là où tout a commencé en fait. C'est là où la presse a commencé à parler de nous, c'est là où on a commencé à plaire ou à déplaire, mais c'est là où on a commencé à exister. 400 personnes qui veulent marcher l'Hexatrek, j'étais seul à ce moment-là et maintenant on est 4 dans l'association. Il y a un réalisateur, un photographe, un journaliste. Voilà, c'est plus la même équipe
Et ça a évolué très vite, et ça m'a permis. Donc il y a un ami à moi aussi qui m'a beaucoup aidé pour pouvoir faire l'application mobile, en tout cas sur iOS, puisque c'est la magie des applications mobiles. Quand on l'a fait sur Apple, il faut la refaire depuis zéro sur Android. C'est pas les mêmes développeurs, il faut repayer. Mais voilà, beaucoup de choses se sont débloquées grâce au talent du développeur et grâce à la campagne de financement participative. Ça aussi, tu vois, quand on a préparé l'échange, je trouvais qu'elle était très bien faite, très bien montée, très bien expliquée. Je suis presque déçu de l'avoir découvert que hier, hein. Tu as des compétences en marketing, enfin, oui, j'imagine, oui, tu en as, mais tu as développé ça comment? Ça fait partie de ton cursus ou c'est finalement, tu as appris sur le tard? Pas vraiment. Je t'avoue que j'ai des fois c'est un défaut et des fois c'est une qualité. Je suis un peu autiste, et quand j'ai quelque chose en tête, j'ai du mal à me coucher si jamais j'ai pas trouvé la solution. Et donc du coup, j'ai commencé à essayer de comprendre comment faire un site internet, Photoshop, comment ça fonctionne, pourquoi est-ce que c'est joli, pourquoi est-ce que c'est moche. J'ai passé quelques nuits le montage vidéo aussi. Je connaissais rien du tout. Et non, j'ai appris beaucoup grâce à l'Exatrek. Je me suis forcé en étant seul à essayer de tout trouver tout seul, et puis à la fin j'ai fini par trouver un peu une touche. Enfin, j'ai fini par trouver quelque chose qui fonctionnait à peu près, et ouais, non, j'ai appris sur le tas. Là aussi, hein, les réponses viennent en chemin. Ouais, clairement. Du coup, maintenant, vous êtes 4 salariés de l'association? Oula, salarié, c'est un très très grand mot, ça. Bénévole. D'accord, ok. Non, mais enfin, moi, ça me choquerait pas du tout que ce soit un travail à plein temps que de faire ça, parce que c'est quand même du gros boulot, hein. Ouais, écoute, à part rembourser quelques notes de frais peut-être pendant la marche à un refuge ou à une nuit de camping, l'association ne salarie personne. Pour l'instant, il y a que des bénévoles. Elle ne peut d'ailleurs salarier personne. Et donc, il y a juste des passionnés qui ont des projets qui tournent autour de l'Exatrek et qui veulent en vivre différemment. Par exemple, là, en ce moment, il y a quelqu'un qui s'appelle Thomas qui est sur le sentier depuis le 5 mai. Lui, il est parti dans le sens nord-sud. Je suis jaloux parce que moi, je dois partir que le 15 juin. Donc, j'ai hâte maintenant, mais j'ai marché les 2 premiers jours avec lui. Et lui, il a pour ambition de faire une web-série. Il a sa caméra à la main, et il y a quelqu'un qui doit monter tout ça en back-office. Et il a pour ambition de faire une web-série quasiment en live sur le trek, enfin à 2-3 semaines d'intervalle, le temps de monter. Et voilà, il a son podcast aussi qui s'appelle In a Tent with a Frenchman. Et voilà, il compte utiliser l'Exatrek pour pouvoir vivre à sa manière, mais c'est un bénévole. Ça fait du très beau contenu, hein, tout ça. Et si tu devais, toi, faire qu'une seule partie de Exatrek, tu ferais lequel? Je t'avoue qu'on m'a posé dans ma vie des questions, mais alors celle-là, celle-là elle est dure. Écoute, mon chauvinisme me pousserait à dire, bien évidemment, la traversée de Chamonix-Mont-Blanc. J'y vis et c'est mon temple à moi. Je veux dire, le balcon nord, le balcon sud du lac des Mossons jusqu'aux Ouches, c'est une expérience incroyable. C'est 70 km avec la vue sur toutes les aiguilles. C'est juste incroyable, mais non, franchement, c'est trop dur ta question. Il y a pas mal de gens aussi qui m'ont dit oui, au final, il y a que les Alpes et les Pyrénées, le reste, il y a rien. Je viens de passer 3 jours dans le Ballon des Vosges et dans les Vosges du Nord. C'est juste incroyable. Il y a des points de vue sublimes. C'est un endroit tellement sauvage de France. Les crêtes du Jura, c'est aussi magnifique. J'ai passé mon adolescence dans les gorges du Tarn, de l'Ardèche, de l'Aveyron, de la Dourbie. Pareil, c'est juste incroyable. Ça crée des plateaux avec des canyons. Il y a des canyons de 500 mètres de profondeur, l'eau transparente. C'est un paradis pour les photographes là-bas. Les Pyrénées, honnêtement, c'est l'une des seules. Je connais les Pyrénées catalanes, mais c'est le seul endroit que je connais. Et je pense que je vais être sacrément épaté aussi, parce que ça m'a l'air d'être tout ce que j'aime, sauvage et avec beaucoup de montagnes. Donc non, honnêtement, je crois qu'il y a pas grand-chose à acheter. Et c'est justement d'ailleurs ce que je me disais sur le Pacific Crest Trail. Je veux me faire aucun ennemi, surtout que c'est l'une des plus belles expériences de ma vie pour certaines raisons. Mais sur les paysages, il y a des fois quand même, j'ai marché 700 km de forêt brûlée en Oregon. Aucun intérêt. Et 700 km, c'est un Paris-Lyon aller-retour. Et j'ai juste marché dans des forêts brûlées. Et puis au début, il y a du désert. C'est pareil.
Bon, à un moment donné, le désert devient joli, mais pas grand-chose, quoi. Et il y a des grands stretches comme ça qui apportent pas grand-chose. Et je me disais, mais en France, j'ai l'impression que c'est beau tout le temps. Et puis surtout, bon, même si du coup North Cascade, Washington et la Sierra Nevada, c'est juste incroyablement beau. Mais c'est aussi d'ailleurs assez souvent, c'est la même chaîne de montagnes qui remonte, et c'est assez souvent les mêmes paysages, un peu comme on pourrait s'attendre à des paysages alpins. Bon, bah, c'est des paysages alpins. En France, on change des Vosges jusqu'aux Pyrénées, on change de paysage, bien entendu, mais on change d'accent. Je sais pas, il doit y avoir au moins 15 accents. On change de vin, de nourriture, de type de maison. La condensation, non, condensation, c'est pour l'humidité, ça. Je vais quand même le dire. La condensation de culture et de la concentration. Merci. La concentration. de tout. J'écoute. Ah ouais, j'ai vu. Du patrimoine, de la culture, je veux dire, c'est juste incroyable. Et des paysages. Ouais. On a cette chance en France, et je crois que d'ailleurs que c'est un des arguments dont tu parles alors j'ai lu ça, je sais plus où exactement, parce que du coup j'ai pas mal lu ce que vous avez produit. Que on a tendance à vouloir aller loin pour voir des choses belles, alors qu'en France on a quand même cette chance, et d'ailleurs c'est pas pour rien qu'on est le premier, voire un des premiers pays touristiques au monde. C'est ça, j'avais un doute. Merci. C'est bon, pas merci pour rien, Paris, mais donc, quand même le premier. Merci Monsieur Eiffel. Voilà, exactement. Ok, super. En tout cas, c'est vrai que moi j'ai eu la chance d'aller faire aussi les gorges du Tarn en camion, et c'était absolument somptueux aussi. Enfin bref, ouais, c'est vrai qu'on a tellement de belles choses à faire et à voir en France. Est-ce que tu as déjà été approché, ou est-ce que des trailers se sont renseignés sur la trace et qui t'ont soumis le souhait d'aller taper un record sur la trace? Ouais, alors écoute, juste avant de te répondre sur ça, je pense que c'est pas la majorité des gens qui voient l'Exatrek comme un défi sportif. La grande majorité, et ça a été d'ailleurs extrêmement touchant pendant la campagne, puisque j'ai eu énormément de gens au téléphone qui ont des histoires personnelles incroyables. Je sais pas, quelqu'un qui s'occupe des femmes battues, qui va emmener 4 femmes battues avec elle pour leur redonner confiance, un ancien militaire qui était blessé, qui était en chaise roulante et qui après était en béquille, puis maintenant qui remarche et qui veut faire l'Exatrek pour se prouver qu'il peut le faire, quelqu'un qui est en surpoids, qui faisait 180 kilos et qui en fait plus que 130 et qui veut arriver à 100 pour faire l'Exatrek, ou qui veut arriver à 100 à la fin de l'Exatrek. Bref, les histoires personnelles de chacun, en général, on se dit pas, tiens, je me fais chier ce week-end si je partais 6 mois marcher. Non, il y a forcément quelque chose, quelqu'un qui avait perdu son enfant. Toutes les histoires me reviennent comme ça, mais c'était vraiment extrêmement touchant de voir tous ces gens ils ont quasiment tous une histoire. Mais effectivement, il y a, allez, je dirais que j'ai une dizaine de noms en tête, des personnes qui eux, ce qui les intéresse, c'est de faire péter la trace. Et on a été contacté par FKT, on a des super contacts avec eux. On a déposé Exatrek sur FKT, d'ailleurs, c'est officiel maintenant. Et du coup, il y a une dizaine de personnes. Ouais, je crois que le plus fou nous a dit qu'il allait le faire en 56 jours, quelque chose comme ça. Donc 56 jours. La guerre est lancée, ouais, si j'ai bonne mémoire, 56 jours. En fait, il a déjà fait le GR5 et le GR10, donc il sait à peu près de quoi il parle, même si je lui ai dit, attention, nous, on a passé énormément de temps, justement, à pas juste se dire, on prend le GR5 et le GR10. Si on a connecté 150 sentiers, c'est justement parce que, petit tips d'ailleurs, que j'ai appris en faisant l'Exatrek et que je trouve passionnant. Est-ce que tu sais comment fonctionnent les GR, le système numérique? Absolument pas. Ah, écoute, du 1 à 10, en général, c'est des très grands GR. Tu connais le GR10, c'est la traversée des Pyrénées. GR5, c'est la traversée des Alpes. Bon, le GR1, c'est le tour de l'Île-de-France, mais normalement, les GR1, de 1 à 10, c'est des très grands GR. Et ensuite, on a rajouté à ce chiffre-là par exemple, le GR54, c'est un GR qui est le tour des écrins, et il touche le GR5. C'est pour ça qu'il s'appelle 54, c'est qu'il a une connexion logique. Du fait qu'il est connecté au 5 et du coup qu'ils appellent le 54. Et après, tu as le GR 548 qui est un GR qui part du 54 pour aller vers Beldon et il est connecté au 54. C'est une petite anecdote, ça m'avait passionné de découvrir ça.
C'est mon côté autistique peut-être. Mais alors, le GR34 qui fait 2100 km, il est connecté à qui, lui? Écoute, il doit être connecté au GR3 forcément, mais je t'avoue que j'ai eu suffisamment de boulot sur l'ouest de la France. J'ai pas regardé les GR en Bretagne, mais tu dois avoir le 3 qui doit passer. Le 3, ça doit être la traversée de l'Atlantique, je pense, du haut en bas. Voilà, je te dis ça vraiment au culot, parce que je suis pas sûr, mais... Et alors, le GR20 en Corse, le GR20, lui, il y a 2 GR où les gens où ils se sont dit freestyle. C'est le GR20 parce que ça s'appelle le département 20, donc ça n'a aucun sens. Et il y a le GR 738 qui est un nouveau GR qui traverse, qui relie Beldon et qui traverse l'Isère et la Savoie, donc 73 et 38. Donc ils l'ont appelé comme ça. Mais sinon, tous les autres, ils ont une logique. Ah, c'est intéressant, je ne savais pas. Comme quoi, on apprend toujours des choses sur ce podcast, c'est merveilleux. Mais du coup, ça c'était l'aparté pour te dire que celui qui veut faire l'Exatrek, il a déjà une bonne vision de à quoi ça ressemble, même si on utilise beaucoup de petits sentiers alternatifs pour aller voir les plus beaux endroits, qui sont pas des autoroutes, parce que le GR5 et le GR10, mais c'est magnifique comme sentier, mais en personne et en taille, en largeur de sentier, c'est un peu les grandes artères, c'est un peu les autoroutes de la randonnée. Et quand on s'aventure sur le 54, d'un seul coup, on réduit un peu la taille du chemin et le nombre de personnes, même si le 54 est très connu. C'est vrai que on a tendance à vouloir aller toujours taper des records et parler que de ces gens qui font des records. Je pense par exemple à Jérémy Desdoué qui a fait donc le GR34 en 27 jours. Mais il y a tellement de gens qui font en fait le GR34 en totalité, pardon. Je pense à Rémi Capitaine qui devait le faire et qui a j'ai vu qu'il a abandonné. Malheureusement s'est blessé. Ouais. Et qui disait un mot qui m'est resté, j'espère avoir les bons termes, qui disait que c'était en fait un hymne à la lenteur. Et j'ai trouvé ça intéressant comme expression. De se reconnecter à cette lenteur, à prendre le temps. J'ai l'impression que c'est l'esprit de cet Exatrek. C'est l'esprit du thru hike, je pense. C'est l'esprit du thru hike. Tu cours pas vraiment, tu randonnes. C'est simplement que moi, tu vois, par exemple, à la fin, je faisais 50 km par jour. Les gens me disaient, mais t'es complètement fou, mais tu passais ton temps à faire ça. Je dis non. C'est juste que après 3 semaines, 1 mois, où la seule chose que tu fais la journée, c'est marcher. Tes jambes, c'est plus les mêmes, ton corps, c'est plus le même. Et du coup, j'étais dans mes pensées. Puis je me levais à 5 heures du matin, au lever du soleil. Il était 10 heures, j'avais déjà fait 25 km. Et je me dis, tiens, je vais peut-être petit déjeuner. Et la journée commence, quoi. Mais j'avais l'impression d'être lent, de faire plein de pauses, de m'arrêter dès que je voyais quelque chose de joli, de méditer, d'écouter de la musique, de parler avec les gens. Et là, cette année, d'ailleurs, je vais faire que 25 km par jour, puisque dans la campagne de financement participatif, j'avais lancé quelque chose qui s'appelle la marche des pionniers, où j'ai découpé le parcours en 16 sections et j'ai invité par groupe de 6 les gens à venir me rejoindre et c'est plein. Donc j'ai 16 groupes de 6 personnes à récupérer, un peu comme Forrest Gump, le long du parcours et à des dates précises d'ailleurs. Donc normalement, si je suis un rythme de 25 km par jour, 6 jours sur 7, je suis bon. Si jamais je suis en retard, j'ai créé des entre-sections où je suis seul et où je vais pouvoir marcher le jour et la nuit pour rattraper le retard. Mais effectivement, tous les gens qui sont venus et qui vont participer à l'Exatrek, en grande partie, comme je le disais, c'est suite à un vrai besoin de déconnexion et d'expérience un peu transcendante, même si honnêtement, sur le Discord, je le vois, il y a un peu la guerre entre ceux qui veulent marcher l'Exatrek en 200 jours et ceux qui comprennent pas le concept de vouloir le faire en 50 jours, et puis ceux qui veulent battre des records et qui comprennent pas le concept de marcher en 250 jours. Et moi, je suis toujours celui qui dit, mais hike your own hike, c'est comme ça que je l'ai appris aux États-Unis. C'est un peu compliqué de le traduire en français, mais ce sentier il appartient à tout le monde. Je veux dire, c'est le truc le plus simple au monde à faire, marcher. Tout le monde sait le faire avec un tout petit budget. Si on va chez Decathlon, même si c'est pas la meilleure qualité du monde, c'est largement suffisant. Enfin, c'est l'un des sports les plus accessibles. Ça doit justement rassembler le plus de personnes possible. Il n'y a pas besoin d'avoir eu un prof de randonnée quand on était petit, comme il aurait peut-être fallu pour le tennis. Donc
ça doit être le sport qui doit rassembler le plus de diversité et le plus de manières de marcher. Bah, tu vois, j'avais ce débat avec des gens sur un groupe sur le GR20, parce que je l'ai fait 2 fois le GR20, une fois en 5 jours, une fois en 3 jours. Et donc, je partageais mon expérience pour les gens qui souhaitent aussi le faire et qui se demandent toujours t'as fait quoi comme étape, c'était quoi les plus durs, blablabla. Et que mon expérience puisse être bénéfique pour d'autres. Et du coup est venu un débat auquel je ne m'attendais pas. C'était un reproche de certaines personnes me disant que c'était n'importe quoi, que je respectais pas le sentier, que j'avais le temps de rien voir, que Ouais. En fait, en quoi le fait d'aller vite te fait manquer de respect à des cailloux, quoi. Bon. Alors que j'ai une profonde admiration, en fait, moi, à l'inverse, pour les gens qui font ça en 15 jours, parce que je me dis 15 jours avec un sac lourd sur le dos, dans un confort qui est tout relatif, j'ai beaucoup de respect pour les gens qui arrivent à faire ça. Moi, je sais pas si j'en serais capable, je l'ai jamais fait. Oui, et puis chacun a même si la randonnée n'est pas forcément du dépassement de soi, pour beaucoup, 15 km par jour, c'est du dépassement de soi. Donc, l'idée d'en faire 50, le plaisir que toi t'en trouves à faire 50, il y en a aussi qui le trouvent en faisant 15 parce qu'ils ont l'impression de se dépasser, et c'est pas une impression, ils le font puisque ils sont à leur limite. Et ouais, c'est ça qui est beau, mais effectivement, le nombre de fois où j'ai entendu cette phrase, mais tu vois rien à cette vitesse-là. Moi, je suis quand même plutôt je suis dans la team entre deux, mais de ma manière à moi de marcher, c'est un peu entre deux. Mais à chaque fois, du coup, en étant entre deux, je me prends des ennemis de ceux qui disent que voilà, tous les arguments que tu viens de sortir. Je les ai déjà connus, mais je pense que dans tous les, comme tu disais tout à l'heure, tu disais qu'il y avait que tu avais regardé les commentaires et que tu trouves toujours des ennemis. Effectivement, quand tu as 1000 commentaires, il y en a toujours 10 qui trouvent quelque chose à dire, et ça, je crois que peu importe le monde dans lequel, peu importe le secteur dont on est en train de parler, il y aura toujours ces 10 personnes qui existent. Hein. C'est peut-être les mêmes d'ailleurs, ils sont. T'as raison, faut que je retienne les noms et ouais. Bon, écoute Kevin, ça fait déjà 1 heure qu'on est en train de parler. Est-ce qu'il y a quelque chose dont on n'aurait pas parlé et que tu aurais aimé ajouter Ça est dur cette question. Hein. Non, écoute, je pense que je le disais en intro que pour moi c'était une année magnifique, et peut-être, je sais plus si je l'ai dit, mais que du coup moi je vais partir le 15 juin depuis Hendaye pour 4 mois et demi de marche, et forcément je l'ai dit puisque j'ai parlé des pionniers qui vont me rejoindre comme Forrest Gump, donc forcément j'en ai parlé. Quelque part, ça a été, et justement pour la préservation du sentier, on a limité à 6 personnes pour 16 sections, pour justement protéger. Déjà 6 personnes, c'est déjà beaucoup. Mais tout ça pour dire que c'est pas une édition, c'est pas un trail, c'est pas une compétition, c'est pas un événement fermé. Le sentier, il appartient à tout le monde. L'application mobile, elle est disponible. N'importe qui voudrait marcher quelques jours sur le sentier, quelques jours devant nous, quelques jours derrière nous. Peut-être que les groupes vont se diviser et qu'on va être plusieurs groupes sur un groupe de 10. On va peut-être être finalement que 4 groupes de 3. N'importe qui est bienvenu. Et pour nous, ça nous tient à cœur. Ça fait plus d'1 an et demi maintenant que je mets toute mon énergie dans l'Exatrek. C'est la seule chose que je fais. Hein. Je ne travaille à rien d'autre que ça. Et je sais que la campagne m'a donné la force de continuer. Et voir le nombre de gens qui vont faire l'Exatrek cette année m'a donné envie de continuer. Et notre but, c'est au moins que l'année d'après, tous ces randonneurs, on ait parlé à suffisamment de personnes pour qu'il y ait de nouveau un nombre à peu près similaire de gens qui veulent le faire en 2023, puis en 2024, puis qu'on continue à avoir cette association qui grandisse et qui permette d'asseoir dans le trek dans le temps. Donc n'importe qui souhaiterait marcher un jour, une semaine, un mois ou une vie est le bienvenu sur l'Exatrek dès cette année. Eh bien écoutez, si vous nous écoutez en 2032, voyez comment se porte l'Exatrek 10 ans plus tard. J'aime bien prendre cette date de 2032 pour tous ceux qui nous écouteront dans le futur. En tout cas, moi aujourd'hui, le 12 mai 2022, je te souhaite une bonne aventure. Ce projet est merveilleux, fabuleux. Il y a des choses qui se font, ça va dans le bon sens. C'est respectueux, c'est bien organisé, c'est bien monté,
Ce sont de très très beaux projets qui demandent de la passion, du temps, des compétences, et j'ai vraiment l'impression que c'est un projet qui ira loin. En tout cas, c'est tout ce que je te souhaite, tout ce que je vous souhaite. Donc, très bonne balade à toi, et merci pour ton temps et de nous avoir partagé ta passion du through hiking. Ah, comme c'est bien dit, avec l'accent breton. Mon accent anglais. Le mien est pas mieux. Comme une vache espagnole, comme on dit. Ah ouais, non, mais on a un membre dans l'équipe qui s'appelle Thomas, on l'a nommé membre officiel pour parler anglais parce qu'on est tous des bus, donc on a abandonné. Dès qu'il faut parler anglais, on envoie Thomas. Eh ben, on salue Thomas qui est sur le sentier. Allez. À bientôt, Kevin. Merci beaucoup, François. Salut. Merci d'avoir écouté cet épisode de l'Instant Outdoor. J'espère qu'il vous a plu. Si c'est le cas, et même si ce n'est pas le cas, abonnez-vous pour ne rater aucun épisode. Parlez-en autour de vous et laissez-moi un commentaire sympathique sur Apple Podcasts, c'est ce qui m'aide le plus à remonter dans les classements. N'hésitez pas non plus à le partager à chacun de vos contacts dans le sport. Chaque nouvel auditeur intéressé est une victoire. Si vous avez besoin d'un speaker pour votre événement, d'un contenu pour votre marque, d'une bonne bière artisanale bretonne, d'infos sur le Grand Raid du Finistère, n'hésitez pas à me contacter à l'adresse contact@planettry.com. À bientôt.